l'astrologie, ça a été une période de votre activité, une période de formation. Oui, c'est-à-dire que lors d'un... Vous en êtes sorti en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que par rapport à j'étais dans une autre énergie, qui était plus une énergie d'installation professionnelle, de réalisation professionnelle, en tant qu'indépendant, puisque je suis salarié. J'étais salarié jusqu'alors et que là, j'ai voulu créer ma propre... Voilà. Et donc, oui, donc l'astrologie, c'est un outil que vous avez acquis, qui pourrait vous servir éventuellement par la suite. Alors, oui, puisque mon activité indépendante est basée sur le coaching et qu'on utilise beaucoup de tests de personnalité notamment. Et on peut être amené à penser bien évidemment que le thème astral soit un diagnostic, un outil pour déterminer la personnalité et déterminer à nouveau un point fort, point faible de la personne et l'aider. Donc le tout est de pouvoir amener cet outil, vu que quand même l'astrologie, quand on parle d'astrologie, il y a beaucoup d'amalgames et d'idées reçues qui font que les gens sont un peu réticents. C'est même peut-être pas évident pour quelqu'un qui est dans le milieu du coaching de dire qu'il fait de l'astrologie. Vous m'avez interrogé nous récemment, il y a Philippe Bachou. Oui, qui avait fait un mémoire. Oui, alors vous avez dit que c'était pas toujours évident d'être étiqueté comme faisant aussi de l'astrologie. Mais oui, parce que derrière le mot coach, on a quelque chose de très cartésien, si on peut dire. Oui. On va s'attaquer à un problème avec un objectif précis, des actions précises, et on est loin de cette démarche un peu plus spirituelle qui peut apporter aussi l'astrologie. C'est quelque part on relie notre destinée, on parle de destinée, on parle de mission avec les nœuds lunaires, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est un dialogue qui, d'emblée, ne va pas très bien entendre. Ah, vous avez acquis une formation au niveau d'autres formes d'investigation, c'est-à-dire vous maîtrisez certaines... Vous avez d'autres outils actuellement en tant que coach? Alors ma formation en elle-même en tant que coach m'a amené beaucoup d'outils, et puis ma formation en tant que praticien PNL, programmation linguistique, qui est aussi à la base la mallette à outils que une préférence. Vous avez dit que vous travaillez surtout dans le monde scolaire, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc auprès d'enfants relativement jeunes. C'est le plus jeune actuellement, c'est un collégien qui est en 6e, donc 11 ans. Ça va de 11 ans à 19 ans? 11 ans à une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, oui. Oui. Et donc, effectivement, ça pourrait être tentant de... Est-ce que vous croyez, si on laisse de côté les impératifs professionnels, est-ce que vous croyez réellement que l'astrologie pourrait servir à orienter une personne en bas âge, justement Ah, mais c'est ce que je faisais avant, quand je pratiquais un peu plus l'astrologie, où les gens savaient que j'avais cette étiquette-là, et venaient pour cela. Oui, je faisais, bien évidemment, j'ai fait pas mal de thèmes d'enfants. Les parents venaient vous voir pour ça? Les parents venaient me voir pour ça, exactement. Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez? Bon, après, il y a une question qui vous paraît triviale. Vous savez que vous êtes quand même très minoritaire en tant qu'homme dans ce genre de milieu où il y a très beaucoup de femmes. Oui. Là, aujourd'hui, par exemple, on était au restaurant, à part les intervenants et puis les maris et puis les gens de l'équipe de télévision, et puis vous-même, vous étiez encore un peu à part. On s'adresse avant tout à un public de femmes, finalement. Est-ce que ça vous engage à certaines réflexions? Je ne me suis pas forcément posé la question. Après, la différence, on peut l'attribuer à une notion de sensibilité, peut-être, qui soit une sensibilité à l'autre, ou je sais pas. Franchement, non, j'ai pas mené cette réflexion personnellement. Vous savez, le mot outil, nous on a un petit peu réfléchi à ces questions, on en a parlé à pas mal d'astrologues. Le mot outil fait toujours comme contrepartie le sentiment d'un manque, si vous voulez. Par exemple, si vous ne pouvez pas enfoncer un clou avec la main, vous avez, comme quand vous faites avec une punaise, vous avez besoin d'un marteau. Si vous ne pouvez pas marcher, vous avez besoin d'une voiture. Donc ça peut être à la fois ça peut à la fois révéler une personne qui est très à son aise dans ce domaine, mais ça peut aussi révéler quelqu'un qui a l'impression que ça peut l'aider. Si ça peut l'aider, donc c'est quelque chose que les autres n'ont peut-être pas, tout le monde en a peut-être besoin. Finalement. Alors voilà, c'est une notion de besoin. Donc on prend tout ce qui est la pyramide de Maslow, où les
besoins. Oui, à on l'idée, oui. arrive avec cette Ouais. idée-là. Hein. Ouais. Les imprimaires maintenant sont à peu près, pas tout le monde malheureusement, mais bien respectés. Et on en arrive à une exigence de besoins qui vont vers cette recherche de qui je suis, pourquoi je suis sur cette terre. Et je pense qu'en effet, plus on va vers ça, plus peut-être il y aura un besoin et ça va peut-être amener les gens à se tourner un peu plus vers l'astrologie. Mais je me faisais encore récemment la réflexion, il y a parfois des personnes qui sortent un peu des rails, et qui par contre vont se trouver dans des situations qu'ils ne connaissent pas bien. Donc si quelqu'un est souvent détourné de sa direction, il va se retrouver dans des situations un petit peu imprévisibles, si vous voulez, qui feront qu'il va vouloir connaître l'astrologie comme étant la science de l'imprévisible. Paradoxalement, c'est la science du prévisible, mais de l'imprévisible aussi quelque part. Prévoir l'imprévisible. Alors c'est vrai que moi ça m'évoque ce que la société finalement est en train de devenir, c'est être imprévisible, savoir gérer l'imprévisible, c'est-à-dire savoir gérer une mutation soudaine dans son travail, savoir gérer une demande d'un travail différent. Il y a maintenant beaucoup de variabilité dans nos vies, il me semble. Oui. Et ce qui fait que ça bouscule les gens et on voit bien ce qui s'est passé à France Télécom. Oui. Et bien évidemment, on ne peut pas ne pas en parler. Ce que j'ai lu, c'était vraiment ça. C'était qu'il y a des gens à qui brutalement on échangeait de poste de travail, on leur demandait autre chose, ils ne savaient pas le faire, ou il fallait qu'ils apprennent sur le tas, ou on les mutait, et voilà. Donc, il faut déboussoler en fait. Est-ce que vous connaissez le travail de Alain Ehrenberg qui s'appelle La fatigue du soi, où il dit que beaucoup de gens dépriment parce qu'on leur demande, on attend trop d'eux en tant qu'individus. Parce que finalement, beaucoup d'entre nous, nous sommes aussi des gens qui participent à des collectifs, en tant que spectateurs, en tant que consommateurs, en tant qu'électeurs. Et quand l'astrologue, ou quand on nous dit mais oui, mais il faut que vous vous épanoissiez en tant qu'individu, parfois c'est quelque chose qui n'est pas évident. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont nous amener justement à être dans le grégare que Mais c'est que nous sommes bafoués dans notre... Et donc oui. je disais oui, c'est vrai qu'on est dans une société où plutôt on est bafoué dans notre identité justement. Il y a une exigence de rentabilité et donc l'individu tel qu'il est appréhendé, c'est pas ça qui intéresse, c'est plus sa capacité de rendement. Donc quel que soit le domaine professionnel, parce que moi aussi dans le domaine médical je vis au quotidien, on nous demande d'être plus rentable dans nos actes et de perdre un petit peu notre... C'est qu'il y a deux aspects complètement différents. Il faut exister en tant qu'individu pour avoir un job, mais on est aussi constamment pris dans des processus collectifs en tant qu'acheteur, en tant qu'électeur, en tant que allant des concerts, achetant des disques, achetant des livres, et on joue un rôle social de plus en plus évident. L'audimat, par exemple. Alors, c'est là où il faut être cohérent. C'est sûr que beaucoup sont à critiquer justement l'ouverture des magasins dimanche, mais ils vont, par exemple. Ah oui, la cohérence, c'est pas forcément la chose la mieux répandue. Exactement. Et je pense qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience que nous sommes nous-mêmes, nous entretenons le système nous-mêmes, que, à mon sens, là, il y a quand même encore une prise de conscience à avoir. Oui, mais enfin, moi, personnellement, je ne suis pas trop critique à ce niveau-là, parce que je pense que c'est très honorable de participer à du collectif. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui culpabilisent. Justement, c'est ce que dit Ehrenberg, il y a des gens qui culpabilisent en étant dans le collectif, en disant oui, mais je voudrais m'affirmer dans l'individuel, et en fin de compte, dans l'individuel, c'est aussi très dur d'être dans l'individuel. C'est très dur il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont dans le projet individuel, après tout, au bout du compte, on va leur refuser leur manuscrit, on va leur refuser ceci, on va pas vouloir les écouter. Enfin, c'est un peu casse-pipe aussi l'individuel à un moment donné. Alors vous êtes coach justement, je suppose que vous aidez les gens à s'affirmer, et je pense que c'est un peu ça le principe du coach. Alors, c'est une des problématiques, c'est sûr, c'est ce qui peut revenir souvent, confiance en soi, estime de soi. Il n'y a pas que ça, évidemment, oui.
Moi, j'appelle toujours la notion de cohérence de soi. Oui. Et donc, la cohérence, c'est le recentrage. Et à partir du moment où on est juste avec soi, après, c'est la loi de l'attraction. On va attirer des situations, on va attirer des personnes pour lesquelles on sera amené à s'épanouir, justement. Et ça, c'est un processus qui est accepté dans le coaching, cette idée d'attirer les gens comme ça. C'est quelque chose qui relève d'une croyance ou d'un... Ah, bien sûr, c'est une croyance. L'attraction, oui, bien sûr, c'est une croyance. C'est ma croyance. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Après, dans le monde du coaching, je ne sais pas si je l'ai partagé en tout cas dans ma formation, je l'ai parmi mes formateurs. Ah bon, d'accord. Il y en avait qui m'en avaient parlé de cette loi d'attraction. Ah oui. Donc c'est quelque chose auquel ils sont sensibles. Après, donc il n'y a pas de hasard, en fait, c'est un peu ça, un peu. Il n'y a pas de hasard, il y a des phénomènes de synchronicité qui nous demandent justement d'être dans une certaine ouverture véritable de ce qui se passe autour de nous. Oui, mais justement, tout à l'heure on disait qu'on est parfois dévié de sa route. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a de hasard, par exemple, je ne sais pas, vous passez devant, je pense à quelqu'un, vous passez devant un boulanger par hasard, vous dites tiens, puisqu'il y a un boulanger, j'ai acheté quelque chose. Oui. C'est une façon de... Bon, le hasard, ne fait pas forcément bien les choses. Ça nous amène à sortir, à faire des trucs dont on n'a pas vraiment besoin, ou de manger des choses dont on n'a pas vraiment besoin, ou de rencontrer des gens dont on n'a pas... Est-ce qu'il ne faut pas se méfier du hasard aussi? Là, ce sont des choses très... Parce que parfois, c'est pas ça qui nous amène à dévier de nous-mêmes. Alors, depuis que moi je l'expérimente, j'ai jamais eu cette notion avec discernement de se dire, voilà, non, je me mets en danger, bien évidemment. C'est pas parce que je passe devant une usine de dynamite que je vais acheter de la dynamite et puis faire sauter. Oui. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a toute cette notion de discernement. Oui, de tri. Pas de la naïveté. Oui. Mais enfin, vous cherchez une inspiration dans ce qui vous arrive, c'est ça, dans ce qui se présente à vous. Je cherche une présence. Oui. À tout moment dans ce qui se passe. Je cherche véritablement, pourquoi j'étais à telle place midi au restaurant. Eh ben oui. J'ai eu telle personne que je ne connaissais pas. Eh ben oui. Il s'est passé des choses. On a eu une conversation finalement assez intime. Oui. Il m'est arrivé des choses. Je lui ai donné mon avis. Voilà. Je lui ai apporté quelque chose. Elle m'a apporté. Voilà. Il s'est passé quelque chose. Oui. Ça me comble. Oui. Ça me comble. Oui. Mais bon, c'est vrai que parfois les opportunités, j'ai l'impression l'occasion fait le larron. Parfois, il y a des tentations qui s'offrent à nous et qui parfois, d'ailleurs, moi je crois qu'il y a des gens qui ne savent pas très bien où ils vont et qui ne peuvent justement s'en sortir qu'en investissant justement les occasions qui se présentent. Et c'est leur vie est construite de ces occasions. Il y a des butineurs, comme je dis. Ah oui, il y a des butineurs. Voilà, ils vont devoir piocher, justement expérimenter. Mais est-ce que vous ne croyez pas que on va revenir maintenant à la question de l'astrologie elle-même. Est-ce que dans votre rencontre avec l'astrologie, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont gêné, ou des notions qui vous ont pas paru évidentes, Je n'ai jamais été très à l'aise vis-à-vis des prévisions, de l'astrologie prévisionnelle. Oui. J'ai voulu surtout développer l'astrologie psychologique. Oui. Donc on retrouve cet outil de description, de personnalité. Oui. Moi, c'est mon vécu, c'est-à-dire que j'étais vraiment... Non, mais je voulais dire, monsieur, je ne parle pas de l'utilisation, je parle même des bases même de l'astrologie. Si vous voulez. Les bases même, non, parce qu'on sait pas très. Est-ce que pour vous c'est clair d'où elle vient, comment elle s'est développée, est-ce que ces questions-là sont pour vous sans problème? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui bloquent à cause de ça. Ils se disent d'où ça sort, comment ça s'est constitué. Ce que je garde en tête, moi, c'est l'application macrocosme, microcosme. Oui. Ce qui se passe à la taille, vraiment petite taille, et pourquoi voilà. C'est pas la grande taille. Donc c'est l'astronomie. Donc tout ce qui est astronomiquement
un objet astronomique nous renseigne sur ce qui se passe sur Terre. Voilà. Et puis, cesser d'être nous en tant qu'hommes, cesser de se croire indépendant de ce qui nous entoure. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est un certain ego, une certaine recherche de thème. Non, on fait partie d'un tout. Ouais. Donc vous pensez que l'astrologie, c'est pas une création de l'homme? Ce n'est pas quelque chose que l'homme a construit? C'est un langage. Oui, mais c'est un langage qu'on a appris à décoder. Ah oui, c'est ça. D'exister. À nouveau, ben oui, il faut qu'on observe, on est à nouveau dans l'observation de ce qui se passe. Oui. Et on observe. Vous pensez donc que l'astrologie s'est construite comme ça par une succession d'observations Voilà, oui. Parce que, les premières tablettes, c'était tout simplement le mouvement de la Lune. Non, ça sont des descriptions astronomiques, si vous voulez, mais le passage de l'astronomie à l'astrologie, c'est pas forcément évident. Après, en sens, ils sont découverts que, tiens, on a eu une position, il se passait ça dans le village, ouais, il se passait ça auprès de certaines personnes. Voilà. Donc, c'est l'analogie. C'est ça pour moi. Alors vous-même, vous avez donné des cours dans... quelle stratégie pédagogique vous avez développée à ce moment-là? Alors moi, c'était très... Alors, on était deux à donner des cours. Oui. Donc on s'est réparti les tâches, à savoir que moi j'étais plus dans la partie très très technique. Ah oui, d'accord. Voilà. Les calculs, par exemple. Les calculs, montage de thème. Oui, alors ça c'est quand même bon. Oui, donc moi, parce que j'ai des origines scientifiques, oui. Et Jacqueline, ma collègue, elle apportait plus l'aspect philosophique et spirituel. Alors justement, si on prend par exemple le thème astral, le calcul du thème astral, le thème astral, il est calculé bien entendu sur des données astronomiques. Oui. Mais astronomiquement, cet ensemble de facteurs qui est ainsi mis sur une carte sont des facteurs qui sont très différents les uns des autres sur le plan astronomique. Bien qu'ils appartiennent au même système solaire, mais je veux dire, ils sont chacun à un moment différent de leur cycle. Enfin, je veux dire, c'est quand même une sorte d'amalgame quelque part le thème astral. L'amalgame de toutes sortes de notions astronomiques qui sont mises ensemble, qui sont rassemblées, qui sont réunies. Ça n'est juste la jonction entre le céleste et le terrien, finalement. On a l'aspect céleste oui. de la planète, et l'aspect terrien avec les maisons. Oui. Donc justement, je trouve qu'il concrétise notre lien avec l'univers. Mais justement, est-ce que vous ne faites pas la différence entre le système des maisons et le système des signes en ce qui concerne c'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, on a eu une discussion récemment à ce sujet, voyez-vous, les planètes en maison, elles changent très rapidement, hein, d'une heure à l'autre, alors que les planètes en signe, beaucoup moins. Donc, si on prend par exemple, vous avez fait allusion tout à l'heure, je crois, à l'axe des nœuds. L'axe des nœuds, les gens peuvent être avec le même axe des nœuds pendant des semaines et des mois. Bon, il ne sera pas dans les mêmes maisons, mais l'axe lui-même, donc il ne correspond pas, il ne signifie pas spécialement la personne en question. Non. Alors que si le fait que l'axe des nœuds soit dans une certaine maison, ça c'est beaucoup plus personnel. Et puis notamment les planètes qui vont être proches de ces nœuds ou en interrelation avec ces nœuds. C'est là la signature aussi. Mais comment vous croyez que la naissance se fait, à votre avis? Rappelez-moi votre nom. Alain. Est-ce que c'est l'enfant qui choisit son moment de naissance? Est-ce qu'il est marqué par les configurations au moment de sa naissance? Enfin, quelle est la fonction? Vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup du rôle du fœtus dans le déclenchement de la naissance. J'adhère à cette thèse en effet. Véritablement, j'adhère à cette notion de choix d'arriver sur cette terre pour... Alors il y a le choix qui pourrait se faire des dizaines d'années avant la naissance, et puis il y a le choix qui se fait dans les heures qui suivent le moment où l'accouchement doit se faire. C'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. Et il y a même cette idée qu'on arrive en ayant, avant juste de naître, en ayant une notion de toute sa vie. Oui. Ça en rejoint. Mais imaginez par exemple que vous deviez avoir telle planète dans tel signe. Il faudrait attendre parfois des années, des dizaines d'années pour avoir cette planète dans ce signe. Alors, je sais pas si quelqu'un qui doit dire être avec Uranus en Verseau,
étant donné qu'il revient en Verseau tous les 84 ans, on ne voit pas très bien comment il a pu choisir cette planète. Il peut l'avoir choisi en signe, en maison, mais pas en signe, pour des planètes lentes notamment. Je ne le pose pas comme ça, c'est pas... Ou alors il faut vraiment avoir des prévisions à très très long terme. C'est pas comme ça, je pense que c'est un choix pas si pointilleux que ça. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a des substitutions, des substituts qui peuvent... C'est le choix des parents, c'est le choix de l'époque, etc. Je pense que c'est beaucoup plus subtil. C'est pas attaché justement, véritablement à une position planétaire. C'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble. Alors justement, on revient à la question, comment peut-on faire de la recherche astrologique quand il y a tellement de facteurs qui sont entremêlés? Comment peut-on isoler le rôle d'un facteur dans un ensemble aussi complexe que le thème? Non, mais je parle même au niveau de la recherche, des départs. Vous disiez tout à l'heure que l'astrologie s'est construite à partir d'observations. On a du mal quelque part à comprendre comment on pouvait faire ce genre d'observation, vu justement la complexité même des différents facteurs. Comment peut-on isoler un facteur en disant c'est ce facteur-là qui a joué, alors qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent avoir joué aussi, donc on finit par ne plus savoir exactement. Alors on peut en effet après se noyer. Avant et après. Avant, même avant, quand il s'agit même de construire les lois astrologiques, quand on nous explique que le thème est tellement intriqué, tellement complexe, la contrepartie, c'est qu'on se dit, mais alors comment peut-on avoir construit l'astrologie tout court? Comment peut-on avoir isolé le rôle de tel et tel facteur quand on sait qu'ils sont entremêlés? On veut donner un sens. Quand on cherche à vouloir donner un sens à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, on va forcément essayer d'aller chercher des éléments. Vous-même, vous êtes... j'ai l'impression que psychologiquement, vous êtes quelqu'un qui avait une certaine forme de la transcendance. Enfin, je ne sais pas, je veux dire quelque chose qui vient de en haut ou qui vient d'une dimension supérieure et qui n'est pas complètement humain. Enfin, je veux dire, on a l'impression que votre rapport à l'humain est un rapport distancié. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont d'un autre ordre, j'ai l'impression, même un savoir d'un autre ordre, parce que même l'astrologie, elle a été constituée à une autre époque. Les astres appartiennent à un autre monde. Enfin, je veux dire, le savoir astrologique nous dit des choses qui sont déjà là au début, donc il y a longtemps. Votre thème, c'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est toujours quelque chose qui est un petit peu loin dans le temps, dans le passé, dans l'espace, qui vient jouer, et pas tellement ce qui est immédiat et présent. Dites-moi si je me trompe, mais pour être dans l'astrologie, je crois qu'il faut avoir un peu ce profil psychologique de quelqu'un qui... de passage, simplement. Comment? Il y a une notion de passage. Oui. Ma vie n'a pas commencé le jour de ma naissance, ça ne s'arrêtera pas du jour de ma mort. Absolument, oui. Donc forcément, après, oui, de ce fait-là, oui, il y a quelque chose de transcendant. Oui. Nous sommes reliés avec une démarche. Mais ce que je veux dire, j'ai l'impression que pour vous, les gens ne sont pas vraiment maîtres de leur destin. Ce qui est un peu paradoxal pour un coach, je crois qu'on imagine parfois... Oui, justement, c'est pas... Honnêtement, je ne suis pas si affirmatif que ça, donc on n'est pas maître dans notre destin. On est toujours maître dans ses choix, on est maître dans ses prises de conscience. Prise de conscience, voilà. C'est ça, c'est souvent un mot qu'on entend. Effectivement, on ne peut pas tout à fait savoir, on ne maîtrise pas certaines choses, mais on peut en prendre conscience. C'est notre travail. Donc vous êtes dans une logique dans une problématique de la prise de conscience. Voilà, c'est ça. Prise de conscience et d'être vraiment incarné dans ce qui se passe là maintenant. Et prendre conscience, qu'est-ce qui se passe là, le fait qu'on ait cet échange-là maintenant, qu'on ne l'a pas eu avant, etc. Et vers qu'est-ce que j'en fais, etc. Mais est-ce que vous vous intéressez aux questions de yin et yang, de masculin féminin, je ne sais pas, parce que là on est un petit peu en train de toucher à des questions qui recoupent un peu ça.
les femmes ont un autre rapport au monde que les hommes parfois. Est-ce que je m'y intéresse? Oui, forcément, je m'y intéresse. Enfin, bon, c'est pour ça que je suis sensible, par masculine, par féminine. Justement, j'aime pas ces cloisonnements. Oui, Je pense qu'on est tous faits de féminin et masculin, voilà, oui. et qu'on n'a pas, même à l'extrême par rapport à la sexualité, je pense pas qu'on est forcément hétéro, homo, Oui, ça n'existe pas. oui. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a, bien avant ça, il y a autre chose. Il y a l'amour, tout simplement. Oui. L'amour de l'être, point. Après, Il y a un paradoxe dans l'astrologie, c'est qu'à la fois c'est un dépassement des clivages, et à la fois elle introduit des catégories qui sont à elle et qui se substituent éventuellement. Alors finalement, on pourrait se demander si c'est pas on remplace des catégories par d'autres catégories qui semblent plus pertinentes que celles qu'on utilise d'habitude. Une sorte de recatégorisation des choses. Alors, on rejoint plus la vulgarisation de l'astrologie dans ce cas-là, ou avec les horoscopes. Là, à mon sens, oui, là, on est dans vraiment, allez, on rentre les gens dans les cases. Et puis c'est pour ça que ça fait tellement de succès, parce que pourquoi les gens lisent autant les horoscopes? Parce qu'ils veulent appartenir à une case et essayer de s'y retrouver, de se rassurer en disant ah ben voilà, oui c'est vrai que c'est marqué, je vais retrouver. Mais vous êtes a priori hostile à la notion de case. Vous êtes, pour vous, l'astrologie, ça fait pas partie du charme de l'astrologie de proposer des cases, ou des types planétaires, ou des types zodiacaux, parce que j'ai l'impression que là aussi il y a un paradoxe, c'est qu'en fin de compte, finalement, on n'échappe jamais complètement, en astrologie, même en dehors de l'astrologie populaire, on n'échappe jamais complètement à ça. On va parler de Saturne, on va parler de telle et telle force. Donc quand même, quelque part, on introduit de nouvelles structures, quelque part. Ce que j'aime dire, ce que j'aimais dire aussi quand je faisais un thème, c'est à la fin, je laisse les clés. Donc ça veut dire que il y a toute une gamme de choix qu'on va amuser. C'est pour ça le nom, le thème astral, si je pratiquais, c'était pour amener une ouverture à la personne. Les gens qui venaient me voir étaient complètement enfermés dans une problématique, enfermés dans un comportement, enfermés dans un scénario, une stratégie de réaction. Et je leur ai dit, mais vous n'êtes pas fait que de ça. Et donc, en balayant tout le thème, ils se rendaient compte qu'ils avaient quand même d'autres stratégies. Vous êtes un peu dans la déconstruction. Je déconstruis pas, je suis dans l'ouverture. Enfin, je veux dire, vous remettez en question certaines évidences, certains cloisonnements. Oui. Et le thème se prête bien à cette espèce de décloisonnement, parce que le thème c'est un décloisonnement même du cosmos, puisque tout est parce que le thème astral, le système solaire est quand même fait de cloisonnement quelque part, mais le thème astral en revanche c'est un décloisonnement du système solaire. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et après, oui. Non, mais j'aime bien cette image de révélateur, de miroir aussi, et d'accompagnateur. Le coach, c'est vraiment ça. Le coach, c'est l'accompagnateur. Ça se fait par téléphone, ça se fait comment Par téléphone. Parce que souvent il y a des suivis par téléphone, il y a des suivis. Oui, il y a une dame que je suis parce qu'elle est très loin. C'est par téléphone. Oui, mais on te dit. C'est ça, hein, c'est comme ça. C'est un système de questionnement, tout simplement. Moi, je suis là pour faire poser des bonnes questions aux gens, et c'est eux qui trouvent les solutions, les options à mettre en place, et se mettre en action. Mais c'est quand même une drôle de responsabilité. Quelles sont les qualités d'un coach, Alain? Le coach, le respect, capacité d'ouverture, d'accueil, respect de l'autre dans son entièreté, dans ses croyances, dans ses jugements. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une certaine autorité sur les gens pour... Quelle autorité je vais avoir? Je ne sais pas, c'est une image qu'on a un petit peu fausse peut-être. Le coach qui vous prend un peu en main, qui vous... Parce qu'on lit, à la notion de coach, on lit la notion de performance ici. Et la notion de compétition. Il faut que les gens apprennent à se décider, à passer à l'acte. Je sais pas, il y a des images comme ça. Le coaching tel que je le vis, c'est la notion de gagnant-gagnant, pas de gagnant-perdant.
on ne va pas gagner sûr. On reste gagnant-gagnant. Donc je ne vais pas être autoritaire. Au contraire, bien souvent je dis, je suis votre plus grand fan. Vous êtes ma star. C'est vrai? Bien sûr, c'est ça. Parce qu'il faut savoir aussi être dans le justement renforcement positif, savoir bousculer. Souvent on bouscule, on prévient dans les questions, il peut y avoir des recettes, mais c'est toujours dans la bienveillance. Mais oui, par exemple, on peut imaginer par exemple que ce qui pourrait bloquer un coach qui ferait de l'astrologie, ce serait qu'il dirait par exemple, c'est pas le moment de faire ça. Alors il va reporter, justement, alors que justement, je crois que c'est vraiment un truc qui est contre-indiqué par l'astrologie, contre-indiqué par rapport au coaching, parce que ça limite la marge de manœuvre du coach en disant, voilà, alors il va être obligé de se conformer, alors de l'adaptation, comme vous dites, vous n'aimez pas tellement la prévision. Alors l'adaptation, ça peut vraiment bloquer le travail du coach. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise avec la prévision, parce que là, ça me renferme. Ben oui, parce que l'autre jour, je discutais avec une astrologue, je lui disais, mais vous voyez bien que cette personne-là, elle va attendre 2 ans de faire quelque chose. Alors elle me dit, ah oui, mais c'est contre la déontologie de l'astrologie, si c'est pas marqué, je dis rien. Et si, je lui dis, ben, trouvez quelque chose quand même, une fenêtre, dites à cette personne que dans 1 mois ou dans 2 mois, elle pourra faire quelque chose. Ouais, l'astrologue, il n'est pas en phase avec la réalité existentielle des gens qui ne peuvent pas attendre indéfiniment. Comment? Il n'est pas dans le présent. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est le coach. Oui, c'est ça, oui. Pose les balises. Et puis la personne invente un peu sa vie, elle n'est pas simplement en train de suivre un calque qui est déjà là. Oui, elle se remet en action. Oui. Elle se remet en action. Ce que j'aime comme image, c'est qu'elle a acheté un bateau. Et puis, elle m'a pris comme un navigateur. Mais c'est elle qui choisit la destination. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, le copilote en fait. Comment? Le copilote. Je peux être copilote, je peux être celui qui tient la barre quand même. Ah oui. Mais une fois qu'on est arrivé à la destination, je rends le bateau. Et après, c'est la personne qui va le faire. Ah oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne n'a plus besoin de vous, c'est ça, vous êtes en train de dire? Le vice d'autonomie. Oui. C'est pour ça on a, notamment moi, avec les élèves, je dis c'est 5 à 10 séances maximum. Oui. Ne parlez pas des élèves en astrologie, vous parlez des élèves en coaching. En coaching, oui. Maintenant, les jeunes élèves, ils savent ce que c'est que le coaching, ils comprennent ce mot-là. Que ce soit les parents ou les élèves, non, ils ne le savent pas. À nouveau, je pense qu'ils ont un peu plus comme un... C'est pas un mot que vous mettez en avant forcément, vous êtes plutôt conseiller, c'est ça, non? Ah non, je mets coach, parce que le conseiller, justement, je ne suis pas conseiller. Vous n'êtes pas conseiller? Je ne donne pas de conseil. Oui, mais enfin... Non. Et non, je ne suis pas là pour dire, ah oui, il faut mieux faire ça, hein. Ça c'est bien. Non, je suis là pour, qu'est-ce que vous ferez? Vous êtes arrivé là, ça pose problème, ça ne marche pas ce que vous faites. La situation idéale, c'est quoi? Ah, vous voulez savoir présenter une conférence. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quelles sont les actions d'ici?